OK, on passe maintenant dans une section du livre qui est un peu plus pratique. Comment est-ce que nous allons bâtir un système qui va atteindre cette performance que je viens de calculer? Donc, nous avons la stratégie. On doit utiliser un corrélateur et on va comparer. Et on a vu c'est quoi la performance qu'on attend. Mais on a aussi discuté la possibilité d'avoir l'interférence intersymbole si notre bande passante, par exemple, n'est pas suffisante. Donc, on a une approche pratique qui va nous assurer que les équations qu'on vient de développer qui vont être justes. Donc, ils vont être justes s'il n'y a pas d'interférence intersymbole. Quand il y a d'interférence intersymbole, ces équations ne sont plus valides. Donc, on aimerait opérer notre système dans un régime où cette approximation est une bonne approximation. Ça veut dire qu'on veut éviter l'interférence intersymbole. Et je vais vous présenter maintenant une stratégie pour le signal, la forme de signal à utiliser pour éviter cette interférence intersymbole. Et ce sont des impulsions de Nyquist. Donc, encore une fois, on a vu le filtre adapté. On a dit, si on a un signal S de t, on doit utiliser une H de t qui est adaptée au signal. Mais on n'a pas discuté c'était quoi la forme d'onde de cette symbole. On a dit, étant donné que le symbole a une certaine énergie, après ça, il n'est pas important quelle forme qu'on utilise. Donc, c'est cette flexibilité d'être capable d'utiliser n'importe quelle forme qui nous allons exploiter maintenant pour dire, mais nous allons choisir une forme pour cette onde-là qui va nous aider dans notre lutte pour éviter l'interférence intersymbole. Donc, ce sujet est couvert dans les sections 3.3 et 3.4 du livre du scalaire. Quelques observations sur le filtre adapté. Quand je dis filtre adapté, j'étais un peu vague à date, mais je vais être un peu plus précise. Et après ça, je vais retourner un peu à la vague. Donc, j'ai dit que pour une bonne réception, le filtre au récepteur doit être le même que le filtre au transmetteur. Donc ici, j'ai un schéma en bloc pour un système de communication où je mets cette filtre au transmetteur en évidence. Donc, je vais modéliser les symboles qui entrent dans le transmetteur comme des impulsions de Dirac. J'ai une impulsion de Dirac qui entre dans un filtre. La forme de l'impulsion après que le Dirac entre, c'est juste la réponse impulsionnelle du filtre. Donc, la réponse impulsionnelle, donc, si j'ai SI de t pour la forme de l'onde, c'est la même chose de dire, ici c'est le symbole SI, et je passe par un filtre où la forme de réponse impulsionnelle, c'est cette forme temporelle. Donc, si je veux formuler une certaine forme d'impulsion, je vais juste mettre ici un filtre avec cette réponse impulsionnelle et je vais entrer une impulsion. C'est un modèle mathématique pour représenter notre stratégie. Donc, ici, on va jouer maintenant sur ce choix. C'est quoi qu'on utilise pour cette filtre-là? C'est quoi la forme d'onde qu'on veut générer ici? Donc, je génère une certaine forme d'onde. Ça passe par un canal. Le canal, ça peut être la paire torsadée, ça peut être le câble coaxial, ça peut être la onde RF, ça peut être la lumière dans une fibre. Donc, il y a un canal. Et le canal a une certaine réponse fréquentielle, donc qui va peut-être couper ou pas couper le signal transmis. Donc, normalement, je dois tenir compte de cette que le canal entre en jeu dans le système. Donc, j'ai dit que le filtre au récepteur doit être adapté au transmetteur. Mais ça, c'est pas exactement vrai. Ça doit être adapté à tout ce qui est avant le récepteur. Donc, ce sera la combinaison de transmetteur et le canal. Donc, le filtre adapté, vraiment, doit être adapté au transmetteur et à la canal. Donc, si nous avons d'informations sur le canal, on peut bien sûr faire une réception idéale en utilisant ça.
Mais souvent, nous allons faire le design d'un transmetteur, un récepteur pour tout canal qui entre. Et qu'on va supposer que le canal, ça va être bénin, ça ne va pas changer des choses. Donc, c'est la réalité aussi que des fois, on n'a pas accès à cette information-là. Quand on n'a pas d'accès, mais à ce moment-là, on va simplement faire un filtre au récepteur adapté au transmetteur. On peut essayer d'écrire aussi un système équivalent à ce système avec 3 filtres dans une seule pour faire une analyse simplifiée. Donc, si je fais une analyse simplifiée, je peux prendre nos impulsions qui représentent les données qui sont envoyées, passer par un filtre qui tient compte de tous les filtrages dans le système, au transmetteur, au canal, à la réception. Et, par exemple, ici, c'est une modélisation pour un récepteur linéaire d'échantillonnage. À ce moment-là, le filtre ici représente le tout, tous les filtres dans le système. Donc, quand je vais discuter c'est quoi le meilleur choix, c'est un peu basé sur cette hypothèse qu'il y a un certain filtre qui représente le tout et je vais choisir c'est quoi le meilleur pour le tout. Une fois que j'ai ça, je peux le diviser en 3 morceaux, mais souvent je le divise en 2 morceaux, le transmetteur et le récepteur. Donc, une précision, dans le modèle équivalent, donc le chemin en bloc ici, 3 filtres, je peux le combiner dans une filtre, c'est certain. Mais quand c'est le temps d'analyser le bruit, ici, le bruit, je ne dois pas ajouter le bruit blanc, large bande au complet. Je dois utiliser un bruit filtré équivalent parce que le récepteur, physiquement, il y aura un certain filtrage sur le bruit. Donc, c'est pour les étudiants qui vont aller faire des simulations dans l'avenir pour la recherche. Donc, je la mentionne de faire attention avec cette équivalence. Donc, encore une fois, pour le filtre adapté, pour le système, le récepteur voit le transmetteur et le canal. Donc, le récepteur doit être adapté à la somme des transmetteurs et canal. Mais le canal peut être inconnu et nous voulons juste une approche générale. Donc, nous allons supposer maintenant que nous avons un canal parfait, un passe-partout, donc passe-tout. Donc, à ce moment-là, c'est comme le filtre, c'était juste une 1, donc ça ne sent pas en jeu le filtre qui représente le canal. Donc, tout ça, une parenthèse pour donner les hypothèses pour tout le développement que je vais développer. Mais bien sûr, on peut utiliser les stratégies dans un système où il est connu pour faire une approche encore plus performante. Donc, dans le cas général, nous avons le canal général, mais ici, on a remplacé le canal par le canal passe-tout, juste une 1. Donc, je vais supposer qu'il n'y a que le récepteur, le filtre de la transmission et au récepteur. Donc, quelle forme d'onde? Comme j'ai discuté déjà, les théories nous disent que toute forme d'onde peut maximiser le SNR autant qu'il y en a cette adaptation. Tout est équivalent à ce sens-là. Que si je veux maximiser le rapport signal-bruit, ce n'est pas important quel signal que j'utilise. Mais suppose que le canal n'écrase pas le signal, que le signal est assez large pour passer le signal. Donc, pour les systèmes pratiques, nous avons un choix et il faut être pratique dans notre choix. Donc, il y a des composants qui sont imparfaits, ils ont des canaux qui écrasent un peu le signal si nous ne faisons pas attention. Donc, c'est surtout dans ces aspects que nous allons jouer. Donc, de vivre avec les composants imparfaits qui peuvent introduire des problèmes et d'être efficace pour qu'on n'arrive pas à faire écraser notre signal. Donc, si notre signal est assez efficace en largeur de bande, peut-être on aura moins de problèmes, par exemple. Donc, il y a différentes stratégies. Donc, comment éviter l'interférence intersymbole? C'est quoi notre stratégie? Donc, un rappel, nous avons déjà eu plusieurs discussions des interférences intersymboles. Dans un certain sens, le canal est toujours limité en largeur de bande, c'est juste physique. Les médias pour la transmission de données ont des largeurs de bande finies.
Le signal est toujours limité en temps, donc ça se peut qu'il y aura un étalement de l'impulsion en fonction de la largeur de bande relative du signal et du canal. On a vu que cet étalement d'une impulsion, le résultat est d'avoir des recouvrements dans notre transmission des bits subséquents, une après l'autre, et ce recouvrement d'un point à un autre est la source de l'interférence intersymbole. Ici, ces lignes sont le temps d'échantillonnage. Au temps d'échantillonnage, par exemple, pour le troisième 1, qui est le quatrième bit qui est envoyé, il y aura un résiduel du bit précédent qui va entrer en jeu pour cet échantillon. Donc, c'est le fait que le symbole précédent n'est pas 0 pour le prochain symbole pour le temps d'échantillonnage qui cause l'interférence intersymbole. Donc, voici la définition d'une impulsion Nyquist. Une impulsion Nyquist passe par 0 au tout moment d'échantillonnage, sauf t égale à 0. Parce que bien sûr, t égale à 0, c'est notre impulsion du moment. On veut faire l'échantillonnage. Mais quand ça va être étalé, je veux que l'étalement ait une certaine forme, que l'étalement aura la forme qu'au moment d'échantillonnage, que cette forme d'onde va passer par 0. Donc, je ne peux pas contrôler que ce soit absolument 0 tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais je veux au moins qu'au moment important, au moment d'échantillonnage, qu'il va être 0. Donc, par exemple, ici, ce n'est pas une impulsion Nyquist parce que elle ne passe pas par 0 aux intervalles. C'est normal qu'à ce point-là, ça ne passe pas par 0 parce que ça, c'est le temps d'échantillonnage pour ce symbole. Mais quand c'est le temps pour le prochain symbole, ça ne passe pas par 0. J'aimerais avoir un étalement qui est contrôlé. Donc, ça peut être qu'il n'est pas 0 partout après, mais au moins au moment d'échantillonnage, à ces moments, cette impulsion va passer par 0. Donc, une impulsion Nyquist. Donc, cette définition, ça devient très évident qu'avec ce genre des impulsions, il n'y aurait pas une contribution à l'interférence intersymbole quand j'utilise une impulsion Nyquist. Donc, l'impulsion Nyquist, ça va dépasser le temps d'un symbole, mais même s'il dépasse le temps d'un symbole, au moment d'échantillonnage, il va être 0. Quand c'est au moment d'échantillonnage qu'on génère l'interférence intersymbole, donc, on a des recouvrements, mais ils sont contrôlés. Donc, voici quelques exemples de l'impulsion Nyquist. Et bien sûr, l'impulsion rectangulaire, c'est une impulsion Nyquist. Parce qu'ici, c'est l'impulsion rectangulaire. Disons, ça c'est 0, ça c'est t, 2t, ça c'est t0 sur 2, moins t sur 2. Donc, c'est une impulsion qui est certaine qu'au moment t, td, 3t, c'est 0 parce que c'est 0 partout. Donc, ça sera, si j'avais des composants parfaits, j'aurais un rectangle de ce genre-là avec un temps de montée infini, un temps de descente infini. Donc, c'est certain qu'il, lui, n'aura pas d'interférence intersymbole. Donc, ça, c'est une impulsion Nyquist. Une autre impulsion Nyquist, c'est la fonction sinus cardinale. La fonction sinus cardinale, au numérateur, c'est une sinus. Et le sinus est périodique, il passe par 0, et j'ai choisi la période pour que ça passe par 0 à tous les multiples de temps d'échantillonnage. Il y a une autre famille, une autre collection des impulsions qui est très importante, que nous allons discuter beaucoup, c'est le cosinus surélevé, ou le raised cosine. Il sera le sujet de notre premier devoir, sera de regarder l'exploitation d'une impulsion Nyquist de cette forme-là. Donc, c'est une famille, et nous allons voir les détails sur cette famille. Il y a un autre qu'on appelle le root raised cosine. Donc, c'est relié à le raised cosine. Ce n'est pas exactement une impulsion Nyquist, mais c'est
une relative d'une impulsion Nyquist et nous allons discuter pourquoi est-ce que cette impulsion est importante. Donc, voici la forme qui était rectangulaire. C'est une impulsion Nyquist. Et si je prends cette forme d'onde dans le domaine temporel et je fais le transformé de Fourier pour voir c'est quoi le contenu fréquentiel de cette impulsion de Nyquist, une des impulsions de Nyquist. Mais bien sûr, un rectangle dans le domaine temporel, c'est une sinus cardinale dans le domaine fréquentiel. Donc, je peux voir dans le domaine fréquentiel le contenu dans le domaine fréquentiel. Ça veut dire qu'il y a un lobe primaire important, mais il y a des lobes secondaires qui sont aussi assez grands. Donc, c'est un affaiblissement qui est lent. Donc, ce descend, c'est certain qu'il se décroît, mais le décroisement n'est pas très rapide. La largeur de bande, donc, si je prends l'une des mesures de largeur de bande équivalente de bruit, etc., est assez grand au cause de cet affaiblissement très lent. Donc, à cause de ça, les lobes secondaires sont importants. Prenons notre deuxième exemple. Prenons le sinus cardinal dans le domaine temporel. Donc, ici, on a le lobe primaire de sinus cardinal qui est centré sur le 0, avec le passe par 0 l'intervalle le prochain échantillonnage. Donc ici, c'est l'échantillon désiré, le pic de cette fonction. Et quand on va le temps d'échantillonnage pour le prochain symbole, mais on passe par 0. Donc, été choisi cette période de cette sinus cardinale pour que ça passe par 0 au moment d'échantillonnage. Donc, on prend cette sinus cardinale dans le domaine temporel, on regarde dans le domaine fréquentiel. Et dans le domaine fréquentiel, nous avons un rectangle, donc une filtre passe-bas idéale. La largeur de cet rectangle est 1 sur t, où t est le temps d'un symbole. Et donc, c'est la forme la plus compacte dans le domaine fréquentiel. Donc, la largeur de bande, elle est facile, la définition, c'est exact parce que il y a un support fini dans le domaine fréquentiel. On appelle ça l'impulsion de Nyquist idéale. Elle est idéale dans le sens d'être le plus efficace spectralement. Donc, quand j'ai dit il y a la forme, on aurait pu utiliser rectangulaire dans le domaine temporel et donc sinus cardinal dans le domaine fréquentiel avec une décroissance très lente. Et le contraire, le plus efficace que je peux être dans le domaine fréquentiel, c'est ici. Donc, si je veux avoir une stratégie d'une impulsion Nyquist qui évite le ISI, premièrement, ça passe par 0 au moment d'échantillonnage, donc je vais réduire l'interférence intersymbole. Mais j'ai négligé, je n'ai pas tenu compte de passage par un canal. Mais si le canal, si je veux être peu influencé par le passage par le canal, mais le plus que je suis étroite dans le domaine fréquentiel, le moins de chance que je vais être coupée par le canal. Donc, dans ce sens, parmi tous les choix, ça c'est l'idéal parce que je vais être le plus efficace spectralement, en plus de passer par 0 au moment d'échantillonnage. Quand nous allons comparer les systèmes de modulation pour la largeur de bande, nous allons supposer l'exploitation de cette approche de Nyquist le plus efficace spectralement. Donc, c'est juste pour les fins de comparaison. Si je veux comparer un système de modulation A avec un système de modulation B, mais encore une fois, je vais prendre le temps de retourner aux 3 critères les plus importants. C'est l'efficacité en puissance. Donc ça, c'est comme le BUR versus EB sur N0. Ça, c'est un critère, un bon système de communication. Deuxième, c'est l'efficacité spectrale, qui j'utilise
le moins de spectres possible pour envoyer la même information. Et troisième, c'est la complexité et le coût. C'est toujours ces trois critères. Quand nous allons comparer différents systèmes de modulation, nous allons comparer le graphique probabilité d'erreur versus E B sur N0. Ça va être une manière de comparer. Deuxièmement, il faut comparer l'efficacité spectrale. Quand je vais comparer l'efficacité spectrale, je veux juste simplifier mes calculs. Je vais toujours supposer que j'utilise la forme le plus compacte possible. Quand nous allons comparer des systèmes de modulation, nous allons utiliser l'hypothèse d'utiliser l'impulsion de Nyquist idéale pour comparer les pommes avec les pommes. Donc, tout le monde va utiliser la forme la plus efficace juste pour cette comparaison. En réalité, nous allons choisir peut-être une autre impulsion, pas l'impulsion idéale, mais notre comparaison, si je veux choisir modulation A ou B, ça va être relative, donc ça va être intéressant quand même. Donc, prenons un exemple spécifique pour un système qui est en bande de base. Un système en bande de base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la modulation, il n'y a pas de porteuse. Donc, l'information, la forme fréquentielle est vraiment centrée sur DC. Le contraire sera comme exemple un signal passe-bande qui aura une porteuse. Donc ici sera la fréquence de la porteuse qui est plutôt centrale. Donc dans le cas ici, en bande de base, en DC, ici il y a une porteuse, par exemple pour la cellulaire, 900 MHz, elle est modulée sur une porteuse, en plus d'être modulée avec les données. Donc dans ce cas ici, la largeur de bande est la moitié, parce que les fréquences négatives n'existent pas. Mais ici, la largeur de bande est plus large parce que, avec la modulation, on voit toute la largeur de bande. Donc, c'est ça l'analyse de Fourier qui est utile parce qu'au laboratoire, nous allons mesurer que cette moitié, mais une fois qu'on envoie la porteuse, nous allons voir qu'il est vraiment 2 fois plus large. Donc, ça, c'est bande de base versus signal passe-bande. Largeur de bande, par exemple, si nous considérons la bande de base ici, on a vu que le plus mince spectralement sera 1 sur 2 TS. 1 sur TS, c'est le temps d'envoi d'information, la fréquence d'envoyer l'information qu'on appelle RS, divisé par 2. Par exemple, l'efficacité maximale, je peux dire, l'efficacité, nous allons définir plus tard, mais je vais donner un petit aperçu ici, sera le rapport entre le temps, la fréquence d'envoi d'information divisé par la largeur de bande occupée. Et dans l'exemple ici, nous allons avoir 2 symboles par seconde par hertz pour une communication binaire dans la bande de base. Nous avons vu déjà la probabilité d'erreur versus le EB sur N0. Nous avons vu ça pour l'on-off-keying et le BPSK. Ces courbes étaient toujours, comme j'ai expliqué, sans la présence de l'interférence intersymbole. Elles sont valides dans le régime où il n'y a pas d'interférence intersymbole. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a l'interférence intersymbole? Comment est-ce que ça change nos résultats? Et quand il y a l'interférence intersymbole, nous avons ce qu'on appelle une plancher de BER. Il y a une certaine valeur pour que, ici, quand il n'y a pas d'interférence intersymbole, plus que j'ai un EB plus grand que N0, plus que le rapport signal à bruit améliore, plus que la performance améliore. Signal plus fort, meilleure performance. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Ce n'est plus le cas. Parce que je peux envoyer plus de puissance dans mon signal, mais l'interférence intersymbole, elle vient d'autres symboles. Donc, si j'envoie un symbole qui est plus fort, mais l'interférence aussi, elle est plus forte. Donc, à un certain moment, les erreurs sont dominées pas par le bruit, mais elle est dominée par l'interférence intersymbole. À ce moment-là, envoyer plus d'énergie dans mon symbole, ça n'aide pas. Et j'ai un plancher et la performance n'améliore plus. Donc, on peut voir que c'est un gros changement
dans la performance du système quand j'ai la présence de l'interférence intersymbole. Et cette existence d'un plancher de BER, c'est la raison pour laquelle on essaie vraiment à éviter l'interférence intersymbole.